Bonjour, donc je vais vous présenter donc les données de traitement dans la leucémie lymphoïde chronique avec la possibilité d'utiliser un traitement continu par inhibiteur de la protéine tyrosine kinase. Alors, ah. Pourquoi en fait on peut utiliser ce type de traitement et pourquoi on peut se positionner sur un traitement en première ligne avec les inhibiteurs de BTK. D'abord, le constat, c'est que ces médicaments sont maintenant utilisés dans le contexte d'une AMM très large en première ligne en rechute, que les données disponibles que nous avons sont des données à long terme, que ces molécules ont une efficacité réelle chez les patients avec une anomalie de TP53, mais également pour les patients non mutés GHV, et que de plus, ces médicaments ont une tolérance qui reste excellente et qui tend à s'améliorer avec les inhibiteurs de deuxième génération et de la mise en place des parcours de soins sécurisés en ambulatoire. Enfin, est apparu des résultats d'intérêt en retraitement avec ces molécules. Alors, une AMM très large, effectivement, puisque les inhibiteurs de la protéine tyrosine kinase et spécifiquement l'ibrutinib, puisque c'était le premier à être utilisé, qui a eu une ATU en 2014 en France, peuvent être utilisés en première ligne chez les patients atteints de LLC avec une délétion 17P et ou une mutation de TP53. Plus récemment, une AMM a été mise en place en association au rituximab dans le traitement des patients adultes atteints de LLC non précédemment pré-traités, éligibles à la fludarabine et ne présentaient pas une délétion 17P ou une mutation TP53. De plus, ces médicaments sont également utilisés dès la première rechute. Donc, ils sont positionnés avec une place de choix dans les algorithmes de traitement d'ALLC. C'est le cas de l'algorithme de première ligne qui a été émis par le groupe Philo. Vous voyez que l'ibrutinib apparaît à peu près à tout niveau chez les patients qui ont des critères de maladie active, des patients qui n'ont pas d'anomalie de TP53 ou avec des anomalies de TP53, où on peut voir apparaître ce type de médicament. Alors, les données à long terme sont des données maintenant qui ont plus de 7 à 8 ans de recul, à la fois en rechute d'abord, parce que le médicament a déjà été utilisé antérieurement en rechute. Les données d'ibrutinib sur une phase 2 avec 8 ans de recul montrent des taux de survie sans progression qui sont excellents, à 52 mois, et une survie globale à 7 ans qui est à 55%, ce qui est quand même très bon pour une molécule en monothérapie. La phase 3 de Resonate a montré des données relativement similaires, avec maintenant un recul de 65 mois et une survie sans progression, comme montré sur cette diapositive, à 44 mois, une survie globale qui est intéressante également à 67,7 mois. Les bras comparateurs sont toujours des bras comparateurs pas tout à fait satisfaisants, puisque pour la phase 3, le bras comparateur était l'ofatumumab. Dans les LLC de haut risque, quand on compare à l'immunochimiothérapie traditionnelle chez les patients qui ont acquis une TP53, il n'y a pas vraiment à discuter. Ces molécules montrent une réponse très satisfaisante à la fois sur la survie sans progression, mais également sur la survie globale, avec dont cet essai qui a été publié et réupdaté en 2018, une survie globale pour les patients avec une délétion 17P et ou une mutation TP53, une survie de 85%, spécifiquement chez les patients qui bénéficiaient de ce type de traitement en première ligne. Donc, l'immunochimiothérapie perd du terrain en première ligne en faveur des inhibiteurs de BTK, puisqu'on peut mettre en évidence un bénéfice à la fois de survie sans progression, mais également de survie globale en faveur de ces molécules, et ce pour la majorité des patients. Ceci étant corroboré d'une part par l'étude Resonate 2, c'est une large étude de phase 3 qui randomisait l'ibrutinib versus un bras comparateur non satisfaisant, mais qui était le bras comparateur à l'époque utilisé le chloraminophène pour les patients non précédemment traités atteints d'une leucémie lymphoïde chronique, avec un gain de survie sans progression à 5 ans à 70% versus 12% pour le bras chlorambucil, mais également un gain en survie globale, ce qui est quand même un paramètre très fort dans la leucémie lymphoïde chronique. Plus récemment, en fait, l'étude Elevate-TN qui comparait un nouveau inhibiteur de la protéine tyrosine kinase, un inhibiteur de deuxième génération, on verra dans les diapositives qui vont suivre. Cet inhibiteur en fait était utilisé soit en monothérapie, soit en combinaison avec l'obinutuzumab contre en fait le bras standard du CLL14 qui est le GA101 chlorambucil. De la même manière, est mis en évidence dans cet essai un gain en survie sans progression à 4 ans de 87%. Pour le moment, il n'y a pas de différence en survie globale. Donc, des éléments extrêmement intéressants pour ces molécules.
Les données disponibles à long terme sont les données de Raisonnet 2 dont on vient de parler, qui comparait l'ibrutinib versus le chloraminofène, avec vraiment un large bénéfice de l'utilisation de l'ibrutinib. Et vous voyez que maintenant, on a 7 ans de recul, avec une médiane de survie sans progression qui n'est pas atteinte pour le bras ibrutinib monothérapie. Des taux de réponse qui sont également des taux de réponse excellents à long terme, avec un taux de réponse global qui atteint quasiment 80% et une amélioration au cours du temps de l'apparition de réponses complètes. Et comme vous le voyez à droite de la diapositive, quel que soit le statut mutationnel, c'est-à-dire quels que soient les facteurs pronostiques, que le patient soit muté ou non muté IgHV. Enfin, ces médicaments ont une excellente tolérance et ce à long terme. Il existe bien sûr des effets indésirables. Ces effets indésirables apparaissent souvent sur la première année de traitement. Il n'y a pas d'effet indésirable aggravé sur la 2e, 3e, voire 5e année. Ces effets indésirables peuvent conduire à des réductions de dose, mais ces réductions de dose n'induisent pas une diminution de l'efficacité. Donc, si on se positionne à 5 ans, sur la diapositive, vous voyez qu'il n'y a pas d'apparition plus importante d'effets indésirables, que ce soit sur la partie hypertension, fibrillation atriale, puisque ce sont les effets indésirables les plus graves, que ce soit sur la partie syndrome hémorragique ou la partie toxicité hématologique. Donc, un médicament avec une très bonne tolérance, s'il est manié correctement, et si on assure une observance et une adaptation des doses en fonction des effets indésirables pour ne pas conduire à l'arrêt total du traitement. Donc, l'ibrutinib spécifiquement a des effets off-target qui sont de 2 grands types. D'une part, des toxicités cardiovasculaires avec en fait une augmentation de l'hyperexcitabilité de l'oreille droite, qui peut conduire à une fibrillation atriale ou un flotteur. L'autre effet qui est ennuyeux étant l'effet hémorragique, l'effet indésirable syndrome hémorragique, puisque l'ibrutinib a un effet sur les plaquettes avec une modification de l'hémostase primaire. Ça a été largement montré. Ça intervient entre J30 et J60, disparaissant après. Mais ces 2 éléments sont des éléments à prendre en considération, d'abord pour le management, et puis on conduit à s'intéresser à des anticorps, à des inhibiteurs de la protéine tyrosine kinase plus sélectifs. En effet, on essaye d'améliorer la tolérance avec les nouveaux inhibiteurs par plus de spécificité. Donc, ce sont des inhibiteurs de BTK qui sont plus spécifiques sur la protéine BTK que sont l'acalabrutinib, comme c'est présenté ici, et le zanubrutinib. Alors, j'ai pris le cas de l'acalabrutinib parce qu'il y a plus de données, à la fois en première ligne et en rechute. On voit très bien que ces inhibiteurs de la protéine tyrosine kinase de 2e génération améliorent la tolérance pour les patients, et ce sur les 2 points, enfin un point essentiel qui est la partie cardiovasculaire. L'acalabrutinib diminue de quasiment deux fois la possibilité d'avoir des fibrillations atriales et diminue également le risque d'hypertension artérielle. Il n'y a pas de modification en ce qui concerne les syndromes hémorragiques. Et il y a par contre une modification sur donc, la tolérance, une meilleure tolérance de ces inhibiteurs de BTK de 2e génération, avec, comme je viens de le dire, une réduction significative des effets indésirables cardiovasculaires, à la fois sur l'incidence DFA, mais également sur l'incidence de l'hypertension artérielle. Et vous savez très bien que l'hypertension artérielle est le lit, alors pas de DFA, mais le lit de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est des choses qu'il faut manager avant de mettre en place ce type de traitement. Et on en vient donc à la sécurité de prise en charge de ces drogues. Pour bien les prendre en charge, il faut les connaître. Il faut connaître les causes d'arrêt, anticiper les effets indésirables, donc connaître leur nature, la délai d'apparition et la gravité. Et c'est surtout sécuriser la prise en charge. Alors, si on prend un focus pour l'ibrutinib, l'élément essentiel est l'évaluation du risque cardiovasculaire, au moins en prenant en compte les antécédents cardiovasculaires détaillés, de connaître si le patient est hypertendu, oui ou non, et faire un ECG à l'initiation de traitement. Au mieux, c'est un Holter, une échographie cardiaque et un avis cardiologique qui semble être le plus licite avant de démarrer ce type de traitement. Enfin, ce sont des médicaments qui ont des interactions médicamenteuses. Ce sont des inducteurs et inhibiteurs de cyclorhompe 3 à 4 pour lequel il faut vraiment analyser de façon approfondie les comédications.
Idéalement, quand on met en place ce type de thérapie ciblée, si on veut assurer une observance satisfaisante, si on veut essayer d'anticiper les effets indésirables, l'intérêt d'une infirmière de coordination pour le suivi est vraiment se pose là comme élément quasiment obligatoire. Alors, un certain nombre de centres ont des infirmières de coordination. Le programme d'assistance médicale ambulatoire thérapie ciblée est maintenant étendu sur un certain nombre de sites. Il répond à 6 objectifs principaux qui permet d'assurer la continuité de soins, d'assurer la sécurité du parcours de soins, donc en sécurisant les soins ambulatoires, en améliorant la prise en charge, en dépistant précocement les effets indésirables. Ce sont le point essentiel dans le cadre des thérapies orales et en essayant d'améliorer l'adhésion et le suivi des traitements. Tout ça en renforçant les liens avec les professionnels de domicile qui correspondent aux infirmières, mais également aux pharmaciens d'officine. Alors, ceci a été montré dans une étude rétrospective relativement large dans le cadre du philo dans la leucémie lymphoïde chronique, avec 476 patients qui étaient suivis dans des centres référents pour lesquels on avait soit la possibilité de bénéficier d'un suivi via une infirmière de coordination de type AMA ou non, c'est-à-dire un suivi par un médecin, mais un expert, puisque ce sont des médecins qui faisaient partie des centres philo. Et vous voyez que le fait même de sécuriser le parcours de soins induit une meilleure survie globale des patients dans le programme AMA en diminuant d'une part les décès toxiques et d'autre part les arrêts de traitement. Enfin, l'élément intéressant, c'est que quand on traite un patient avec d'autres types de combinaisons, comme comme le professeur Savalista va vous présenter, qui sont des combinaisons associées à un anticorps anti-CD20 et un inhibiteur de BCL2, est-ce que ces patients peuvent être retraités avec un inhibiteur de la protéine tyrosine kinase? Eh bien oui. Je vous ai présenté les données après la combinaison venetoclax plus rituximab dans le cadre du protocole Murano, qui intéressait des patients atteints de LLC en rechute réfractaire. Et si on se positionnait sur le traitement suivant, pour les patients qui étaient dans le BRAVEN-ERP, c'est une étude de phase 3 randomisée entre rituximab venetoclax versus rituximab bendamustine, qui était le traitement de référence de deuxième ligne avant l'avènement des thérapies orales, et bien vous voyez que l'utilisation d'un inhibiteur de BTK assure une réponse satisfaisante avec un taux de réponse globale à plus de 92,9% en retraitement et quasiment, oui, en termes de meilleure réponse et un taux de 100% de réponse globale après un traitement par inhibiteur de la protéine tyrosine kinase. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ces inhibiteurs de protéine tyrosine kinase sur ce qu'on vient de présenter sont utilisables pour tous, en première ligne, en rechute, chez des patients avec des facteurs pronostiques défavorables, mutés, non mutés? Est-ce que c'est effectivement là où il faut se positionner? J'ai mis une petite trace pour initier le topo du professeur Saint-Balista. Parfois, une taille unique ne convient pas à tous. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, nous allons voir maintenant les traitements à durée limitée et notamment avec le venetoclax. Donc, en introduction, le concept de traitement à durée limitée n'est pas nouveau dans la LLC puisque c'est ce qui a été fait depuis l'avènement de la fulbarabine. Les inhibiteurs de BTK ont changé la donne parce qu'ils ont introduit le concept de traitement au long cours et fait reculer l'intérêt par l'obtention d'une MRD. Mais le venetoclax a remis la durée limitée et la MRD sur le devant de la scène. Donc, ce qu'il faut bien concevoir, c'est que le but d'un traitement à durée limitée, c'est fondamentalement différent d'un traitement au long cours. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est la réponse la plus profonde possible dans le temps le plus court possible. Et donc, forcément, ça suppose de tuer des cellules, d'où le risque de syndrome de Lise. Alors, on va voir les essais avec le venetoclax. Première ligne, essai CLL14 des Allemands. Le protocole prévoit donc venetoclax obinutuzumab versus chlorambucil obinutuzumab, un traitement de 1 an, puis stop, avec 6 cycles d'obinutuzumab dans les 6 premiers mois, dans les 2 bras. Ce sont des patients unfit, avec 432 patients inclus dans cette phase 3 randomisée. Les données de survie,
elles sont très claires. Vous voyez qu'on a une survie sans progression à 4 ans de 74% dans le bras veine G, alors qu'elle est de 35% dans le bras chloraminophène G. On n'a pas de différence actuellement en survie globale, ce qui peut ensuite arriver, tout simplement parce qu'il y a des crossovers chez les patients qui ont reçu chloraminophène ou obinutuzumab. Donc, un très net avantage de survie sans progression dans le bras veine G. Quels sont les effets indésirables? Vous voyez qu'il n'y a pas d'effets indésirables très différents dans les deux bras. C'est des patients âgés. On a des neutropénies qui sont importantes, notamment pendant la phase pendant laquelle il y a le obinutuzumab. C'est une toxicité qui est principalement hématologique. Il y a des cancers secondaires parce que ce sont des personnes âgées, mais il n'y a pas de déséquilibre entre les bras. Et la prophylaxie du syndrome de Lise, comme vous pouvez le voir ici, est extrêmement efficace avec les modalités actuelles, puisqu'il n'y a que 1,4% dans le bras venetoclax obinutuzumab, alors qu'il y en a même 3,3% dans l'autre bras. Qu'est-ce qu'il en est de la MRD? Pareil, une différence extrêmement importante entre les deux bras. Vous voyez ici que c'est une MRD très profonde, puisque en jaune, vous avez des MRD inférieures à 10,6, et que si on considère ce qu'on utilise habituellement comme limite, qui est la MRD inférieure ou égale à 10,4, 75% des patients sont en MRD indétectable à la fin du traitement. L'obtention d'une MRD indétectable se traduit par une survie sans progression très différente, puisque vous voyez ici venetoclax obinutuzumab, MRD indétectable, excellente survie sans progression après la fin du traitement. C'est la même chose avec les quelques patients qui ont reçu chlorambucil obinutuzumab et qui ont eux aussi obtenu une MRD indétectable, puisque c'était des patients qui étaient des très bons répondeurs. Donc, par contre, vous voyez que chez les patients qui répondent moins bien, effectivement, le venetoclax obinutuzumab reste largement supérieur à l'autre bras. Donc, la MRD en fin de traitement est très clairement prédictive de la survie sans progression. Quels sont les marqueurs qui influencent la survie sans progression? Eh bien, le statut TP53, ça reste tout à fait vrai, y compris pour le venetoclax. Et le statut IGHV, qui est gommé par l'ibrutinib, n'est pas gommé complètement par le venetoclax. D'autre part, vous voyez ici que le délai entre la fin de traitement et la positivation de la MRD est très différent entre les patients qui ont obtenu une MRD indétectable avec les deux bras. Ven-Obi, ils ont 21 mois de moyenne avant une reprogression, tandis que chlorambucil-Obi, ils n'ont que 6 mois. Donc, ce qu'on peut conclure du venetoclax en première ligne, c'est un traitement efficace chez des patients inéligibles à la fludarabine, avec une tolérance qui est tout à fait acceptable, 1 an de traitement seulement en association avec obinutuzumab, les mêmes facteurs pronostiques défavorables que la chimio, c'est-à-dire TP53 altéré et IGHV non muté, et puis un taux de MRD important à la fin du traitement et une MRD qui est prédictive de la survie sans progression. Alors, le premier protocole et celui pour lequel on a le plus de recul avec le venetoclax, c'est l'essai Murano qui a testé le venetoclax en rechute. Donc, vous voyez ici un protocole qui a comparé donc venetoclax rituximab avec 2 ans de venetoclax en durée fixe avec les 6 mois de bendamustine rituximab. Les patients étaient des patients en rechute réfractaire avec 1 à 3 lignes de traitement précédent. Ils devaient avoir reçu de la chimiothérapie et ils pouvaient avoir reçu de la bendamustine si elle n'était pas trop récente. La survie sans progression, c'est absolument clair. Vous voyez ici, survie sans progression à 5 ans, 37,8% dans le bras veine R contre une survie bien inférieure avec bendamustine rituximab, qui est ce qu'on connaît dans les autres protocoles.
Donc, Bendamustine rituximab, qui jusque-là était considéré un peu comme le protocole de rechute pour la chimiothérapie, je pense qu'il est clair qu'il ne faut plus faire d'immunochimiothérapie en rechute, puisque vous voyez qu'il y a même une différence sur la survie globale, ce qui est quand même assez difficile à obtenir dans la LLC. Alors, les données de tolérance, en plus, c'est bien toléré, pas de nouveau signal de tolérance, pas de second cancer important, et pas ce qu'on avait craint au début, lorsqu'on avait mis des malades très évolués dans les protocoles, pas de surrisque de syndrome de Richter, avec une toxicité principalement hématologique. Qu'est-ce qu'il en est de la MRD? Vous voyez que, comme en première ligne, on a une obtention de MRD qui, là, cette fois-ci, n'est qu'inférieure à 10,4, qui n'est pas très profonde, mais vous voyez qu'on a une obtention d'une MRD qui est tout à fait satisfaisante pour un protocole de rechute. Et exactement comme en première ligne, la MRD en fin de traitement est tout à fait prédictive de la durée de la survie sans progression. Ce qui est très intéressant dans l'étude Mirano, c'est la cinétique des patients qui ont une MRD positive post-VR. Vous voyez ici qu'on a repris la cinétique des MRD des patients. Ici, ils sont à la fin du traitement. Ce sont des patients qui ont donc une MRD positive. Et vous voyez que ces patients-là, en fait, ont tous réévolué sous traitement et que ces MRD positives, elles ont commencé à remonter bien avant la fin du traitement, aux alentours de 12 mois. Ce qui pose la question de savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut suivre la cinétique de la MRD sous vénétoclax et est-ce qu'il faut continuer le vénétoclax chez des patients qui ont une MRD qui se positive? C'est des choses que nous pourrons discuter tout à l'heure. Alors, l'évolution des patients avec une MRD indétectable en fin de traitement, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, vous voyez qu'elle est tout à fait bonne, puisque le délai entre fin de traitement jusqu'à repositivation de la MRD chez les patients qui avaient une MRD indétectable, la médiane est de 19 mois, et s'ajoute à cela, entre la conversion en MRD positive jusqu'à la progression clinique, de nouveau 25 mois. Donc pour les patients qui ont reçu leurs 2 ans de traitement et ont obtenu une MRD indétectable, vous voyez qu'on a une survie sans progression qui est très prolongée. Quels sont les facteurs pronostiques défavorables? Les mêmes que d'habitude. Ici, pour faire simple, ce qui est en rouge est mauvais. Vous voyez que lorsqu'on a une délétion 17p, c'est mauvais. Lorsqu'on a une complexité génomique, c'est mauvais. Et lorsqu'on est non muté, c'est moins bon que lorsqu'on est muté. Donc, ce sont les facteurs de haut risque qui sont associés à une progression plus rapide chez des patients qui sont pourtant MRD indétectables en fin de traitement. Alors, qu'en est-il du traitement suivant? Chez les patients qui rechutent après vénétoclax rituximab ou après BR, dans ce protocole, on a regardé l'efficacité des inhibiteurs de BTK et vous voyez que les patients qui ont reçu vénétoclax rituximab répondent extrêmement bien à un second traitement par inhibiteur de BTK. Alors, comment choisir? Et question subsidiaire, doit-on choisir? Ne pas oublier l'immunochimiothérapie, je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Les traitements ciblés font très bien, mais il ne faut pas oublier que pour l'instant, on ne voit pas de différence entre une chimiothérapie efficace de type FCR et des patients IGHV mutés sans délétion de TP53, sans mutation de TP53. Donc, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un traitement ciblé actuellement n'a le recul du FCR. On n'a pas 15 à 20 ans d'expérience avec ces traitements ciblés. Alors, le statut mutationnel est donc un facteur de stratification lorsqu'il n'y a pas d'anomalie de TP53. Les cancers secondaires, certes, il y a un petit excès de cancer secondaire avec la chimiothérapie, c'est certain, mais il y a encore très peu de données fiables avec les traitements ciblés pour dire que ça n'est pas la même chose. Le risque infectieux, il est présent avec tous les traitements, même s'il est un peu différent. Il y a une myosuppression avec le FCR, mais on peut utiliser une prophylaxie. De la même façon, il y a des neutropénies avec le vénétoclax. Il ne donne pas beaucoup d'épisodes infectieux graves. Et avec l'ibrutinib, il y a un risque d'infection opportuniste.
Alors, ibrutinib versus venetoclax, est-ce qu'on va choisir? Eh bien, pour les patients avec IGHV non muté, les protocoles avec ibrutinib ou venetoclax ont montré dans tous les cas une supériorité sur l'immunochimiothérapie. Donc, chez des patients avec IGHV non muté, on doit considérer les traitements ciblés. Comment est-ce qu'on choisit entre I et V plus anti-CD20? Durée fixe versus traitement continu, les comorbidités, la succession de traitements qu'on envisage. C'est aussi des choses qu'on va discuter. Un follow-up plus long et les nouvelles combinaisons vont nous permettre aussi de mieux déterminer le traitement le plus adapté. Et si on ne choisissait pas, est-ce qu'on ne peut pas utiliser aussi V plus I? Eh bien, c'est la question qui est posée actuellement dans 5 protocoles différents qui testent l'association V plus I en traitement à durée fixe. Alors, je vais vous en prendre 3 très rapidement. Captivate, qui est V plus I en première ligne à durée fixe, 159 patients, des patients plutôt fit, plutôt jeunes. Et vous voyez que le traitement, 3 mois d'ibrutinib, puis 12 mois d'ibrutinib plus venetoclax, donc 12 cycles complets. 92% des patients sont allés au bout des 12 cycles, donc un traitement bien toléré. Vous voyez ici, essentiellement hématologique, avec évidemment des petits effets secondaires qui sont liés soit au venetoclax, soit à l'ibrutinib, plutôt à l'ibrutinib d'ailleurs, mais pas d'excès de toxicité avec l'association des deux drogues. Les taux de réponse, très bons. Meilleur taux de réponse, vous voyez que la réponse globale, elle est quasiment totale. Et les taux de MRD, eh bien, les patients sans délétion 17P ne font pas mieux que l'ensemble des patients, ce qui sous-entend que les patients avec délétion 17P répondent bien. Ensuite, la survie sans progression et la survie globale estimée sont supérieures à 95%. Donc, on est dans des très bons résultats. Mais ce sont des résultats très précoces. Alors, dans ce protocole, il était prévu donc de randomiser séparément les patients qui avaient une MRD négative et les patients qui avaient une MRD positive. Donc, les patients qui ont une MRD négative ici sont randomisés entre placebo et ibrutinib, et les patients qui ont une MRD positive sont randomisés entre ibrutinib et ibrutinib plus venetoclax. Qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'il y a une MRD négative, ça ne sert pas à grand-chose de rajouter ibrutinib, puisque en fait, on fait presque aussi bien avec le placebo, ça n'est pas statistiquement différent. Qu'est-ce qui se passe par contre chez les patients qui ont une MRD positive? Eh bien, très clairement, ibrutinib venetoclax est plus efficace que l'ibrutinib seul. Dans ces cas-là, le taux de conversion en MRD négative est plus important que dans le bras VI, que dans le bras ibrutinib. Alors, l'étude GLOW, qui a des résultats similaires, en dehors du fait qu'il s'agit de patients unfit, qui ont les mêmes critères d'inclusion que dans le CLL14. Donc, et là, c'est un essai randomisé avec ibrutinib, venetoclax, 12 cycles, avec le ramp-up, 3 priming par 3 mois d'ibrutinib, et versus chlorambucil obinutuzumab, mais cette fois-ci pour 6 mois. Donc, l'objectif principal, la PFS, avec des objectifs secondaires de MRD. Qu'est-ce qu'on voit ici? De façon pas étonnante du tout, ibrutinib venetoclax fait mieux que chlorambucil obinutuzumab, ce qui n'est vraiment pas une surprise. Les taux de réponse sont également excellents chez ces patients. Par contre, la tolérance est beaucoup moins bonne que chez des patients plus jeunes et plus fit, puisque vous voyez ici qu'il y a quand même un certain nombre de décès dans le bras VI et dans le bras chlorambucil obinutuzumab, et il y a des taux de cancer secondaires qui sont également relativement importants, puisqu'on est chez des sujets âgés. Un tout petit mot de notre étude, parce qu'il faut quand même parler de l'étude française du groupe Philo. Elle est encore en cours. On a des résultats qui sont extrêmement parcellaires. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est adressé aux patients uniquement IGHV non mutés. On n'a pas pris les patients qui avaient des anomalies de TP53, puisqu'on a randomisé VI versus FCR. Donc là encore, uniquement des réponses extrêmement précoces, puisque les 120 patients ont été inclus. Qu'est-ce qu'on voit à -9? Toxicité tout à fait acceptable, mais
une réponse qui est supérieure pour l'instant dans le bras FCR, tout simplement parce que les patients doivent encore recevoir Venetoclax, Ibrutinib dans l'autre bras. Et donc, ce sont des résultats préliminaires et on va les avoir, on aura progressivement des résultats nouveaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur VI? Eh bien, ça permet d'obtenir des taux élevés de RC et de MRD indétectables qui permettent d'arrêter le traitement. L'association des deux devrait également permettre de réduire le risque de clones résistants à chacun des molécules. Il ne faut pas oublier que les résultats de chimiothérapie plus ibrutinib sont excellents dans 3 protocoles et malheureusement n'ont pas été comparés à VI. Qu'il est trop tôt pour savoir si l'association va permettre un bénéfice en PFS et en OS par rapport au traitement séquentiel, et puis se poser la question quand même, lorsqu'on chute après Venetoclax Ibrutinib, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on remercie le docteur Anne-Sophie Michalet, le professeur Simbalista d'avoir enregistré ces topos. Et on a l'honneur de les avoir en Zoom pour répondre à vos questions. Vous avez sur ces 2 topos et on va commencer avec le docteur Anne-Sophie Michalet. Donc je ne sais pas si elle nous entend. Je vous entends très bien. D'accord. Eh ben bonjour. Alors la première question, après je demanderai à l'Assemblée si vous avez des questions, c'est sur les nouveaux inhibiteurs de BTK et sur le fait qu'il y ait une moindre toxicité cardiaque. On avait dans les premières études, ils avaient exclu les patients qui avaient des antécédents cardio. Là, c'est vrai que sur les résultats que vous avez présentés, Ibrutinib versus Acala, on voit moins de toxicité. Donc est-ce que vous avez une idée des raisons associées à ça? Et la deuxième question, c'est sur les syndromes hémorragiques. Vous avez parlé du fait que c'était sur une période de temps donnée qu'on voyait ces syndromes hémorragiques apparaître. Et en fait, quand on regardait le suivi à 5 ans de l'étude, on se rendait compte qu'il y avait quand même des syndromes hémorragiques un peu plus tard. Donc est-ce qu'il y a des raisons à ces syndromes hémorragiques qui sont hors inhibition de BTK? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors du coup pour la première partie de question sur les toxicités, enfin les effets indésirables cardiovasculaires, donc en fait plus on augmente en spécificité sur les inhibiteurs de BTK, parce qu'on fait on a des inhibiteurs de 2e génération qui deviennent de plus en plus spécifiques, donc on diminue pour le coup les effets off-target. Et c'est la raison pour laquelle on a moins de toxicité cardiovasculaire pour la calabrutinib que pour l'ibrutinib, si on prend ces deux inhibiteurs. Donc c'est vrai que le profil de tolérance et le profil d'effet indésirable est important à prendre en compte quand on va choisir un inhibiteur de BTK. Puisque dans la population que nous avons dans la leucémie lymphoïde chronique, c'est une population de patients beaucoup plus âgés avec des risques et des comorbidités cardiovasculaires ou cardiaques seuls et probablement à privilégier si on a des antécédents avec des antécédents cardiologiques, cardiovasculaires, à privilégier un inhibiteur de type acalabrutinib sur, d'une part, la diminution du risque d'effets secondaires cardiaques comme les FA, comme la fibrillation atriale, et la diminution également du risque d'hypertension artérielle, parce que vous savez que l'hypertension artérielle est le lit de l'insuffisance cardiaque, et de fait, c'est quelque chose à prendre en considération quand on choisit un inhibiteur de BTK. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'est sur les syndromes hémorragiques et l'effet en fait des inhibiteurs de BTK sur les plaquettes. Donc ça a été largement montré il y a plusieurs années par les Français, en particulier le groupe de Toulouse, qui se sont intéressés en fait à ces syndromes hémorragiques et ont pu montrer qu'il y avait un trouble de l'hémostase primaire pour tous les patients sous inhibiteurs de BTK. Ce trouble de l'hémostase primaire en fait est surtout prégnant de J0 à J60 ou J90 spécifiquement, avec ensuite une récupération de la fonction hémostase primaire des plaquettes. Donc on a une diminution en fait des risques hémorragiques, mais vous avez raison, il peut y en avoir un peu à distance aussi. Ça, on n'a pas encore tout à fait compris pourquoi. Est-ce qu'il y a quand même des syndromes hémorragiques à distance alors qu'il y a une recovery sur les patients qui ont été testés sur les tests d'hémostase primaire? Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a pour la partie hémorragique, par contre, là, il n'y a pas de différence entre les deux inhibiteurs. C'est-à-dire qu'il y a des syndromes hémorragiques, que ce soit avec l'ibrutinib ou que ce soit avec la calabrutinib. Et donc ça, c'est aussi un élément à prendre en considération quand on démarre un inhibiteur de BTK, sur le court terme en tout cas. Et
Petite question au passage, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de données là-dessus, mais est-ce qu'il y a des données sur l'arrêt, parce que c'est un peu à la mode dans d'autres hémopathies, on va dire chroniques, l'arrêt d'inhibiteurs de BTK, est-ce que c'est rechute systématique ou il y a quelques patients qui vont rester en rémission, qui ont arrêté par exemple pour toxicité ou pour d'autres raisons? Alors pour les arrêts sous ibrutinib en monothérapie, alors c'est compliqué de se positionner comme ça parce qu'on n'obtient jamais une réponse complète avec maladie résiduelle indétectable, ce que a montré Florence avec les inhibiteurs de BCL2, où là on a une réponse qui est profonde et avec la possibilité d'un arrêt de traitement sur ces réponses profondes. Puis effectivement c'est deux choses différentes, hein. C'est ce qu'a montré Florence, c'est vraiment deux chemins ou deux traitements totalement différents avec des objectifs qui sont différents. Là, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de maintenir une réponse le plus longtemps possible sous traitement. Donc, en monothérapie, c'est vraiment pas l'objectif, à mon sens, d'envisager un arrêt de traitement. Après, quand on est obligé d'arrêter sur toxicité ou sur effet indésirable, oui, vous avez raison, il y a des patients qui ne rechutent pas, en tout cas qui ne progressent pas tout de suite, même si on a arrêté ce médicament, parce qu'on a une réponse qui est quand même satisfaisante et qui permet en fait de ne pas reprendre un traitement tout de suite. Eh bien, merci beaucoup. Et on va pouvoir passer au professeur Cymbalista. Moi, j'aurais une petite question pour provoquer un peu. On me demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire après échec ibrutinib-venetoclax. Est-ce que c'est pas le retour de l'allogreffe dans la LLC? Alors, si je peux me permettre, je voulais juste reprendre un tout petit peu la réponse d'Anne-Sophie à la question précédente. On va avoir un protocole dans le groupe qui va tester justement l'intérêt de l'arrêt de l'ibrutinib. Enfin, pas que ce sera de la cala, mais au bout de 18 mois, attendre que les gens progressent et reprendre. Ce protocole, il va être ouvert dans quelques semaines parce que c'est vrai que c'est absolument pas satisfaisant d'avoir un traitement au long cours et d'attendre qu'il y ait des mutations qui arrivent. Donc moi personnellement, comme quand même on traite une population âgée, ça m'est arrivé plusieurs fois pour des raisons cardiaques d'avoir à arrêter l'ibrutinib. À partir du moment où on n'a pas besoin d'arrêter avant 1 an de traitement quand les patients sont à peu près stables, c'est vrai qu'ils mettent longtemps à rechuter. Souvent, ils mettent, enfin longtemps, ça dépend ce qu'on appelle longtemps, mais ils mettent souvent 1 an, 2 ans, voire 3 ans à avoir de nouveau besoin d'un traitement. Donc moi, je pense que le protocole qu'on va démarrer là dans le groupe est vachement intéressant parce que vous pensez bien que plus il y a une pression de sélection, plus on a le risque de mutation et d'évolution clonale. Et donc, si on peut arrêter et reprendre l'ibrutinib, je trouve que ça va être quelque chose d'intéressant dans la dynamique de thérapeutique. Pour répondre à la question qu'est-ce qu'on fait après VI, alors oui, bien sûr, l'allogreffe, elle garde une place. Moi, je pense dans la LLC à ce niveau-là. Je pense que peut-être avant l'allogreffe, il y a quand même à envisager des bispécifiques. C'est quelque chose qui est en train de se développer pas mal actuellement et dans la LLC il y a l'espoir que ça soit une thérapeutique intéressante. Après c'est vrai qu'une fois qu'on a fait VI, ça dépend un petit peu de pourquoi les patients rechutent. Si c'est des patients qui n'ont pas de mutation de TP53, tout le monde ne va pas être éligible à l'allogreffe, soit s'en fout compte tenu de l'âge de nos patients. Il y a les CAR-T, manifestement, dans la LLC, on n'a pas des résultats extraordinaires, mais je pense que c'est quelque chose qui va énormément évoluer. On pourrait envisager aussi, chez certains patients, de reprendre de la chimio. Après, voilà, il faut vraiment voir pourquoi ils progressent. Est-ce que, après avoir repris quelque chose, est-ce qu'on pourrait éventuellement reprendre peut-être un médicament de type toxo qui va contourner une résistance à l'ibrutinib de type mutation C481S. Voilà, enfin, pour l'instant, j'ai pas de solution claire à proposer.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse parce que à partir du moment où on va de plus en plus monter venetoclax, ibrutinib en première ligne, on va se retrouver dans cette situation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une petite question un peu pratique pour nous internes, peut-être plutôt pour Anne-Sophie Michalet en lien avec l'ibrutinib. Vous parlez de risque hémorragique qui est persistant. Si les patients ont un geste à faire, un geste à risque, un geste chirurgical, voire pour nous, qu'est-ce que vous conseillez en termes d'arrêt? Combien de temps, combien de jours? Est-ce que c'est nécessaire? Alors du coup, ça dépend du geste chirurgical déjà, si c'est un geste chirurgical à risque hémorragique ou non. Je vais vous prendre 2 exemples. Les patients qui ont, par exemple, nos patients âgés qui veulent se faire opérer de la cataracte, c'est un risque hémorragique qui est extrêmement limité, donc il n'y a pas d'obligation d'arrêter l'ibrutinib. Par exemple. Par contre, si c'est un geste chirurgical avec une intervention à risque hémorragique, il faut arrêter l'ibrutinib. Alors ça, c'est des choses, c'est toujours pareil. Il y en a qui disent 5 jours, il y en a qui disent 7 jours, avant, puis après, en sachant que ce qu'on avait montré, c'est que si on arrête plus de 7 jours, on a quand même un impact sur l'efficacité de traitement finalement. Donc voilà, il faut arrêter après 5 jours avant, 5 jours après, par exemple. Ça, c'est à voir. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre sur le nombre de jours. Par contre, l'arrêt de traitement sur les interventions à risque hémorragique est nécessaire. Merci. Et ça fait rebondir sur notre question aussi sur la gestion des inhibiteurs de BCL2 pour le professeur Simbalista. On se retrouve, je me souviens de patients qui étaient vraiment Xème ligne de prise en charge de LLC, à qui on commence le venetoclax, pour lequel ils deviennent cytopéniques et qui vont rester en cytopénie de façon très prolongée, malgré l'arrêt de l'inhibiteur de BCL2. Est-ce qu'on a un peu avancé là-dessus, sur le management? Est-ce que vous faites du coup des diminutions de dose rapide dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a... souvent les facteurs de croissance ça marche, mais de façon assez limitée. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner là-dessus? Alors, c'est vrai que c'est un problème actuel, qu'on voit certainement un petit peu moins maintenant qu'on utilise le venetoclax plus précocement. Alors, ce qui est curieux aussi avec le venetoclax, c'est qu'on a des patients qui gardent des neutropénies profondes pendant très longtemps et qui en fait ne s'infectent pas. Finalement, il y a un gros décalage entre le pourcentage de neutropénie profonde qu'on voit, qui est aux alentours de 40%, notamment, voire plus quand on met de l'ofatumumab avec, de l'obinutuzumab avec le pourcentage d'infection grave qui est en dessous de 10%. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire un peu du jet à la demande. Alors, on peut faire un peu de Neulasta, mais on peut faire aussi 1 fois, 2 fois par semaine, un peu de jet en fonction des besoins. Il n'y a rien de bien codifié. Je ne sais pas, Anne-Sophie, toi aussi, Non, moi, je suis d'accord. Mais... Moi, je fais comme vous, c'est-à-dire... je fais parfois des facteurs de croissance, une injection par semaine en fait de facteurs de croissance pour essayer de maintenir un niveau de neutrophile suffisant et continuer à passer le venetoclax correctement. Tout à fait d'accord. Et ça dépend aussi de si les patients ont des antécédents infectieux ou pas, des patients qui ont des antécédents. Alors d'autre part, ce à quoi il faut quand même bien faire attention par ailleurs, et je pense que ça c'est un message qu'il faut retenir pour quel que soit le problème, c'est d'abord n'oubliez pas de vacciner vos patients avant de les mettre sous traitement. Le pneumocoque c'est vraiment important. Le Covid, n'en parlons pas. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de risques de non-réponse au vaccin quand les patients sont sous venetoclax que quand ils sont sous ibrutinib, à part que les anti-CD20, c'est pas bon non plus. Et donc, vaccinez-les. En général, on a le temps de les vacciner avant de commencer un traitement. Et ensuite, faites attention aux hypogamma, aux patients qui ont fait des infections précédemment. Il ne faut pas hésiter à faire des substitutions, d'autant que maintenant, c'est quand même assez facile de les faire en sous-cute. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Ah, Amira, tu peux... Bonjour, je vais rebondir du coup sur ce que vous venez de dire par rapport à la vaccination Covid. C'est vrai que moi je suis en stage de maladies infectieuses en ce moment et on constate que le vaccin, les seules personnes chez qui ça ne fonctionne pas, c'est effectivement les personnes qui sont sous anti-CD20. Du coup, est-ce vous pensez qu'on va en arriver à
à peut-être devoir réfléchir pour les nouveaux patients quel type de traitement introduire aussi en fonction d'une possible réponse vaccinale au vaccin anti-Covid, et auquel cas, voilà, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça et qu'est-ce que vous privilégiez du coup? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que on a travaillé justement, Anne-Sophie et moi, et d'autres, on a travaillé sur les réponses vaccinales des patients LLC, puisque en fait c'est les LLC qui répondent le plus mal de toutes les pathologies hématologiques, qui répondent le plus mal à la vaccination, y compris des patients qui n'ont jamais été traités. Donc parmi les patients non traités, on a environ 55% seulement de réponse à 2 doses, et avec les patients sous ibrutinib, on tombe à 20%, et avec les anti-CD20, on tombe effectivement quasiment à 0, alors que Venetoclax seul, on est un peu comme les patients qui ont reçu de la chimio, on est plutôt aux alentours de 50% de réponse. Donc moi, c'est vrai qu'actuellement, si je dois démarrer un traitement chez un patient, je vais peut-être chez un patient qui n'a pas eu de réponse vaccinale avant, en privilégier le Venetoclax et le Venetoclax seul. C'est ce qui se fait dans d'autres pays aussi. On n'a pas écrit ça dans le marbre en France, mais c'est vrai qu'on en a discuté. Alors l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des anticorps anti-Covid monoclonaux qui sont développés, que ces anticorps sont disponibles actuellement sans restriction en post-contact, en post-exposition. Et nos patients sont tout à fait, sont vraiment dans les bénéficiaires possibles. Et d'autre part, ces anticorps vont pouvoir être donnés en préventif chez les patients qui sont séronégatifs après 3 doses. Donc c'est quelque chose, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura ces anticorps, parce qu'actuellement on n'a que celui de Roche qu'il faut injecter tous les mois en préventif, donc c'est pas très commode, mais on va en avoir 2 autres qui seront injectés éventuellement tous les 3 ou 6 mois, et donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et c'est vrai que c'est important de faire un point sur la vaccination chez ces patients immunodéprimés. Donc, on remercie encore le docteur Michalet et le professeur Simbalista de nous avoir rejoints par Zoom pour répondre à nos questions et avoir ce débat passionnant.